Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français. Sans plus tarder, voici les grands titres de l'actualité. « 59 personnes disparues après un glissement de terrain dans un parc industriel à Shenzhen en Chine. En Espagne, le Parti populaire remporte les élections mais perd sa majorité absolue. Au Yémen, l'ONU annonce la fin des discussions en raison de la reprise des combats. Entrée en vigueur des accords de libre-échange de la Chine avec la Corée du Sud et l'Australie. Enfin, les petites villes en Chine intensifient leurs efforts pour stimuler le marché immobilier. Nous ouvrons ce journal avec les dernières nouvelles concernant le glissement de terrain qui s'est produit à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Un glissement de terrain a touché un parc industriel dans le nouveau district de Guangming, au nord-est de la ville. Au moins 27 personnes sont portées disparues. Le glissement de terrain s'est produit dimanche à 11h40 du matin, provoquant la destruction de 22 bâtiments. 4 personnes ont été secourues sur les bâtiments recouverts par le glissement de terrain. L'électricité a été coupée sur 3 centrales électriques pour réduire le risque d'explosion dans un dépôt de gaz. La zone a été bouclée et plus de 700 secouristes sont à la recherche de survivants. Le gouvernement de la ville de Shenzhen a tenu une conférence de presse plus tôt dans la soirée. D'après l'enquête initiale, le glissement de terrain a recouvert 22 bâtiments d'usines appartenant à 15 entreprises. À l'heure actuelle, environ 900 personnes ont été évacuées vers des zones plus sûres. Des plans d'urgence ont été activés au niveau de la ville de Shenzhen et au niveau du nouveau district de Guangming. Un centre des opérations de secours a été installé sur le site pour coordonner les secours. Le personnel de secours comprend des agents de la sécurité publique, des pompiers, des forces spéciales de police, du personnel médical et de supervision de la sécurité. Un total de plus de 1500 personnes est impliqué dans les efforts de recherche et de sauvetage. Le président Xi Jinping a lancé un appel à tous les départements concernés pour organiser les efforts de secours à Shenzhen. Le président chinois a déclaré que tout devait être fait pour réduire les dégâts et empêcher de nouvelles catastrophes. Le chef d'État a demandé à ce que le maximum soit fait pour soigner les blessés et réconforter les membres des familles des disparus. Le Premier ministre Li Keqiang a de son côté demandé aux autorités centrales d'envoyer des fonctionnaires pour aider le gouvernement local à coordonner les efforts de secours. Il a également ordonné qu'une enquête soit menée sur les causes de la catastrophe. Politique étrangère à présent, les Espagnols ont envoyé dimanche un avertissement aux formations traditionnelles. Le Parti populaire de droite est arrivé en tête des élections législatives mais a perdu sa majorité absolue. Les socialistes sont deuxièmes, talonnés par Podemos. Résultat des courses, un parlement morcelé et un pays difficile à gouverner. Les conservateurs du Parti populaire au pouvoir depuis 2011 ont remporté 121 sièges sur 350 au Parlement, soit 65 sièges de moins qu'en 2011, et loin de la majorité absolue qui leur permettrait d'être investis sans souci. Même avec le soutien des 40 députés de la nouvelle formation libérale Ciudadanos, qui a annoncé à maintes reprises qu'elle refuserait l'investiture au chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, ils auraient des difficultés à former un gouvernement. Le Parti socialiste arrive deuxième avec 91 sièges, le pire résultat de son histoire. Son hégémonie est menacée par l'autre nouvelle formation, celle-ci de gauche radicale, Podemos. Le parti de Pablo Iglesias, né en janvier 2014, émerge comme troisième force politique et obtient avec ses alliés plus de 20% des voix et 69 sièges. Il avait même été donné en deuxième position par un sondage réalisé à la sortie des urnes.
International toujours, le premier cycle de discussion sur la paix au Yémen, qui vise à mettre fin à 9 mois de guerre civile et d'intervention étrangère, a fini sans qu'aucun accord ne soit conclu en Suisse. Les factions rivales reprendront les négociations le 14 janvier en Éthiopie. De nouveaux combats ont eu lieu cette semaine en dépit d'une trêve décidée pendant les pourparlers. Selon des sources militaires, au moins 68 personnes ont été tuées près de la ville septentrionale de Harad, qui a été assaillie par les loyalistes jeudi dernier. Les pourparlers de paix se sont achevés après que les parties belligérantes se sont mises d'accord pour former un comité pour superviser le cessez-le-feu. La violation du cessez-le-feu s'est intensifiée vendredi après que l'Arabie saoudite a bombardé des zones au nord du Yémen et aurait ouvert les frontières du sud pour permettre à davantage de miliciens pro-Hadi de pénétrer le territoire yéménite. Plus de 5800 personnes ont été tuées et plus de 27 000 blessées depuis que les frappes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre les rebelles ont commencé en mars dernier. En Afrique, le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, qui a été nommé pour conduire les efforts de réconciliation au Burundi, a annoncé que le dialogue pour mettre fin à la crise en cours au Burundi reprendra le 28 décembre. Les problèmes ont commencé en avril dernier lorsque le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à un troisième mandat en tant que chef d'État, ce qui a engendré des manifestations et une répression violente de la part des forces de sécurité. Le ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, a dit dans une déclaration qu'il est convenable et critique que le dialogue reprenne. Les discussions, dirigées par le président ougandais Yoweri Museveni, avaient été ajournées en juillet. L'Ouganda va à présent redémarrer le processus de médiation pour la paix. De larges consultations ont été menées par le médiateur afin de reprendre le dialogue. Ces consultations ont impliqué le gouvernement du Burundi, les forces de l'opposition politique au Burundi et d'autres acteurs au Burundi, ainsi que des partenaires de la communauté internationale. Le Burundi est entré en crise lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé son intention de briguer un nouveau mandat de chef de l'État en avril de cette année. Les précédentes tentatives de négociation ont été marquées par un manque de coopération entre le gouvernement et l'opposition. Organiser un dialogue ensemble signifie qu'il y a des gens qui veulent se mettre autour de la même table. Donc le consensus n'a pas progressé. Il y avait d'autres personnes qui pensent toujours que le dialogue n'est pas nécessaire parce que les élections ont déjà eu lieu. D'autres disaient « Non, on nous a bloqué l'accès ». Donc ce que nous avons décrit comme des consultations larges a pris énormément de temps parce que le consensus n'a pas évolué sur l'opportunité de s'asseoir autour de la table de négociation. La reprise des discussions pourrait être perçue comme un sursis par de nombreux Burundais. Parmi ceux-ci se trouve ce groupe de femmes. Le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi veut que le pays soit plus apaisé. Selon lui, les discussions devraient offrir une solution pérenne. Nous sommes désespérés, nous voulons que les choses changent. Nous voulons que la vie reprenne au Burundi. Lorsque nous voyons toute cette jeunesse qui vit ici sans espoir, sans futur, nous disons que la vie devrait reprendre au Burundi. Et pour que la vie reprenne au Burundi, il doit y avoir un changement. Au moins 400 personnes ont été tuées et plus de 200 000 personnes ont fui le Burundi depuis que la violence a surgi. L'Union africaine a autorisé le déploiement de 5 000 soldats pour restaurer la paix. Des problèmes clés comme la stabilisation de la sécurité au Burundi feront partie des principaux points de discussion lors du dialogue. On espère que les discussions mèneront au changement tant attendu, mais on s'inquiète toujours que les retards à trouver une solution immédiate à la crise puissent plonger davantage le Burundi dans la guerre civile. Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec de l'économie. Les accords de libre-échange entre, d'une part, la Chine et la Corée du Sud et d'autre part, la Chine et l'Australie sont entrés en application hier dimanche. Les deux parties réduiront les droits de douane sur certains produits. L'objectif à terme est d'éliminer tous les droits de douane. Nombre d'entre eux seront supprimés pour la première fois aujourd'hui et d'autres seront réduits dans moins de 2 semaines. Les discussions sur un accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud ont débuté en mai 2012 et l'accord final a pris 3 ans pour être finalisé. Les pourparlers entre la Chine et l'Australie ont pris plus de 10 ans et un accord a finalement été signé en juin de cette année. Les deux accords couvrent des champs variés, comprenant les biens, les services et les investissements.
Et les experts disent que les deux accords de libre-échange fourniront des opportunités de faire progresser les partenariats de coopération. Les accords de libre-échange Chine-Corée du Sud et Chine-Australie sont des avancées significatives dans la mise en place de zones de libre-échange. Ils sont hautement libéralisés et couvrent une large gamme de domaines, comprenant le commerce traditionnel de biens et de services, ainsi que les investissements et les règles. Dans le même temps, la Corée du Sud et l'Australie sont deux économies importantes et les accords de libre-échange avec elles sont plus étendus que jamais auparavant. Selon l'accord de libre-échange, les deux parties vont éliminer les droits de douane et enlever les barrières au commerce et à l'investissement. Cela aidera la Chine à exporter en Corée du Sud et aidera les compagnies sud-coréennes à accroître leurs exportations vers la Chine afin d'augmenter le volume du commerce bilatéral. La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud et la Corée du Sud est pour la Chine le troisième plus important partenaire commercial. L'accord de libre-échange ne va pas seulement réduire le prix des biens importés ou exportés, mais aussi créer des opportunités pour les deux pays voisins. Les robots chinois sont plus modernes et maintenant ils sont moins chers. Ces jouets robots sont arrivés en Corée du Sud ce matin et sont devenus les premiers produits exemptés de taxes grâce à l'accord de libre-échange. La disparition des taxes douanières représente 10% du prix final pour les consommateurs sud-coréens. La disparition des tarifs douaniers va nous permettre d'avoir un avantage sur les prix sur le marché sud-coréen et donc d'augmenter notre part de marché dans le pays. Les consommateurs bénéficient aussi de l'accord de libre-échange. Dans la province du Shandong, une usine de fertilisants importe du sulfure liquéfié du Japon et de Corée du Sud. Mais depuis la mise en place de l'accord de libre-échange, l'entreprise a ajusté la répartition de ses achats. Lorsque l'accord prendra effet, le sulfure sud-coréen sera bien moins cher que celui du Japon. En prenant en compte le coût d'achat, c'est le sulfure sud-coréen que nous achèterons. Des produits moins chers et plus d'opportunités pour les deux pays. L'accord devrait agir comme un moteur de croissance pour les deux pays, renforçant encore davantage la coopération économique et commerciale qui les lie. Après l'application de l'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud, il y aura plus de coopération pour la modernisation industrielle, ce qui signifie que certains secteurs industriels vont devenir des industries de pointe, TIC et soins médicaux compris. D'ici 20 jours après la mise en application de l'accord, 90% des biens commercés entre les deux pays voisins seront exemptés de taxes. Ce qui signifie que d'ici 2016, un volume d'échange évalué à 46 milliards de dollars américains sera exempté de droits de douane. Au terme d'une décennie de négociations, un accord de libre-échange entre la Chine et l'Australie a pu voir le jour. Cet accord prévoit l'abolition des droits de douane sur une large gamme de produits. Noël est arrivé plus tôt pour les deux pays. Les Chinois profiteront de mars bon marché et les Australiens de fruits et légumes moins chers. Cela n'est pas le seul cadeau. Au cours des 4 prochaines années, les taxes sur le vin australien seront supprimées et d'ici 2019, les taxes sur les raisins, cerises et mangues disparaîtront également. L'objectif est de supprimer les tarifs douaniers des exportations chinoises vers l'Australie dans les 5 prochaines années. Les échanges commerciaux de la Chine et de l'Australie sont très complémentaires. Les importations chinoises ne seront pas concurrencées et le libre-échange profite largement aux deux pays comme le textile et les vêtements qui ne sont pas fabriqués en Australie et proviennent essentiellement du marché chinois. La mise en œuvre du plan zéro taxe sur les produits chinois bénéficiera aussi à l'Australie. Le côté australien a accueilli l'accord de libre-échange avec satisfaction. Un éleveur de moutons de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que ses produits seront plus compétitifs vu qu'ils ont maintenant accès au marché chinois. Il y aura certainement plus d'entreprises en Chine et ils cherchent à acheter notre laine, ce qui est fantastique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer. Mes objectifs sont de fournir des produits de bonne qualité. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, 30% des taxes sur les exportations agricoles australiennes seront supprimées, ce qui représente près de 1,5 milliard de yens, soit 230 millions de dollars qui ne seront pas prélevés. L'industrie agricole australienne devrait considérablement en profiter, ainsi que les entreprises spécialisées dans l'élevage d'animaux.
Au mois de novembre 2015, le président Xi Jinping avait déclaré lors d'une réunion du groupe en charge des affaires économiques et financières que le principal travail du gouvernement sera de réduire le stock de logements dans le secteur immobilier. Certains fonctionnaires ont déjà manifesté leur résolution pour résoudre les problèmes de logement en Chine. Notre équipe s'est rendue à Anyang pour comprendre comment le gouvernement local stimule les ventes immobilières. Il est 7 h du matin et il fait moins 4 degrés. C'est un matin habituel à Anyang, situé dans la province de Henan, au centre de la Chine. Mais devant les portes du centre des transactions immobilières de la ville, les gens forment une longue file. Ils attendent d'obtenir leur subvention de 20 000 yuans pour acheter un nouvel appartement. Je suis arrivé hier soir à 19 h et je suis resté toute la nuit dans ma voiture. J'ai dû venir plus tôt parce qu'il y a tellement de monde qui attend d'obtenir les subventions. Avant, je n'étais pas sûre si je voulais m'acheter une maison. Mais après que le gouvernement a annoncé sa nouvelle politique, j'ai décidé de sauter le pas. Dans le futur, s'il y a d'autres subventions, j'achèterai probablement une autre. En août dernier, le gouvernement de Anyang a introduit une série de mesures visant à pousser plus de monde à acquérir des appartements. Quiconque, y compris les citadins et les travailleurs migrants, peuvent obtenir des subventions s'élevant à 20 000 yuans s'ils désirent acheter une maison jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à présent, près de 13 000 maisons ont été vendues. Pour le gouvernement, le coût du montant total des subventions s'est élevé à plus de 200 millions de yuans. En dehors des subventions financières et d'intérêts, d'autres mesures de stimulation ont été mises en place, comme la réduction des taxes. Sur une base annuelle, le marché immobilier a connu une forte croissance. Les industries relatives à l'immobilier, comme la rénovation et l'électroménager, ont annoncé de bons chiffres. Aujourd'hui, la Chine fait face à un vrai défi. Comment occuper les millions de logements inoccupés et invendus? La plupart des logements se trouvent dans des villes de 3e ou 4e rang qui ont été touchées par la migration des travailleurs vers les grandes villes. Les autorités locales de la province de Henan placent tous leurs espoirs dans l'urbanisation comme source de réduction du stock de logements. Le mois dernier, la province est engagée à louer chaque année au moins 300 millions de yuans pour encourager les fermiers à acheter leur première maison en réduisant les frais de transaction. L'urbanisation n'est pas possible si les travailleurs migrants n'ont aucun endroit pour vivre dans les villes. Nous avons donc décidé de consacrer tous nos efforts pour nous assurer qu'ils puissent s'installer dans un endroit de leur choix et bénéficier des mêmes avantages sociaux. Cela va alimenter la demande de logement. En 2014, le marché immobilier chinois a connu un ralentissement en raison d'une faible demande et d'une offre excédentaire. La tendance est maintenue en 2015 avec une réduction des ventes et prix qui s'est poursuivie. Selon les données du Bureau national des statistiques, l'inventaire des maisons invendues a atteint le record d'une surface totale de 686,3 millions de mètres carrés à la fin du mois d'octobre, un bond de 17,8% par rapport à l'année dernière. Pour les analystes, la réduction du stock de logements dans le secteur immobilier fera probablement l'objet de la discussion de la conférence de travail du Comité central sur l'économie. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 2 h 30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.